avant le plafond de la dette américaine et avant même la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, il y a toute une séquence de résultats d'entreprise devant nous. Nous en parlons avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplégest. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Je crois qu'il y a une vingtaine de pourcents du S&P 500, des sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats au moment où tout le monde s'interroge sur l'ampleur de ce qu'on appelle la récession des profits aux États-Unis. Ce trimestre va marquer un deuxième trimestre sans doute de baisse en séquentiel des profits agrégés des grandes entreprises cotées américaines. Quels sont les éléments quantitatifs dont on dispose à ce stade pour mesurer la profondeur de cette récession des profits, Julie? Eh bien, écoutez, effectivement, on a une vingtaine de pourcents des sociétés qui ont publié. Elles publient des profits qui sont pas très bons, puisqu'on est en repli de 6,2%, donc c'est quand même une nette baisse. C'est un peu mieux que prévu, puisqu'on attendait, le consensus était autour de 6,7%, mais les surprises positives sont moins fortes qu'on a pu l'avoir dans le passé. Donc c'est vraiment un petit peu ce qui ressort de cette première semaine de publication de résultats. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'éléments quand on n'a que 18-20% des publications. On n'a pas un niveau de granularité qui est suffisant à ce stade. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même des messages qui sont globalement prudents. C'est le troisième trimestre consécutif de révision de bénéfices sur les profits des entreprises américaines et qu'on rentre maintenant aujourd'hui même dans la séquence assez forte des publications de résultats et des grandes majors, on va dire, américaines dans les sociétés, en particulier dans la tech. D'un point de vue un peu top-down, global macro, on arrive à voir à quel moment on touchera le point bas de ces profits américains. Est-ce que ça peut être sur ce premier trimestre, les chiffres qui sont publiés en ce moment relatifs au premier trimestre? Est-ce que c'est plutôt pour le prochain trimestre, le suivant? On a une idée un peu de timer ce point bas des profits? Alors, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le consensus des estimations table sur ce premier trimestre, effectivement, sur une baisse très marquée, mais que le prochain trimestre, on est déjà, en fait, dans une amélioration de cette décélération, puisqu'on n'attend plus qu'une baisse de l'ordre de 1,5. La dérivée seconde redevient positive. Donc, on a effectivement une amélioration de la tendance avant une reprise progressive sur le troisième trimestre, où là, on attend une petite croissance. Mais sur l'année, c'est là où c'est aussi intéressant de voir ça, puisque beaucoup, en fait, l'essentiel de la croissance des profits de cette année est attendu sur le quatrième trimestre. Donc, beaucoup d'attentes là-dessus. Et comme vous l'avez dit très justement au début de cette réunion, finalement, on a eu, c'est le deuxième trimestre consécutif, en fait, de baisse des profits. Donc, on a des comparaisons qui vont être plus favorables. Et c'est là où on attend ce rebond. Sur l'année, de manière globale, les attentes, c'est à peine 0,8% de croissance des profits. Donc c'est très faible, c'est très loin de ce que l'on a pu connaître historiquement, et surtout quand on sait que les rachats de titres sont à des niveaux qui sont très significatifs et qui ajoutent en général 2%, 3% de croissance des profits. Donc on est véritablement dans cette récession des profits, en tout cas telle qu'elle est attendue. On verra si elle se concrétise sur l'année. Tout le monde cherche à regarder secteur par secteur et même maintenant entreprise par entreprise, quelle est l'élasticité de la demande, quelle est la rigidité de la demande pour un service offert ou un produit servi aux consommateurs. J'ai vu passer quelques résultats et commentaires de boîtes type Procter & Gamble, Coca-Cola, on a eu Nestlé ce matin en Europe. Des gros industriels mondiaux de la chaîne agroalimentaire qui alimentent beaucoup de discussions aujourd'hui. Bon, la stratégie prix est payante, malgré des volumes effectivement qui sont affectés. Est-ce qu'elle peut le rester encore? Les discours de ces entreprises semblent assez confiants. Encore pour la suite Moi, je serais un petit peu plus mesurée là-dessus, dans la mesure où quand on écoute par exemple Coca hier, qui a sorti finalement une très belle croissance, qui était principalement, comme vous le disiez, portée par les prix, puisque les prix étaient en hausse de plus de 10%. Les volumes, quant à eux, étaient en hausse à peine de 3%, 1% sur le concentré, donc on est quand même sur des volumes qui sont plus modestes, en fait, une croissance qui est plus modeste. Mais ce qu'ils ont clairement dit, c'est attention, en fait, les hausses de prix vont ralentir.
Pourquoi ? Parce qu'ils s'alignent effectivement avec l'environnement de l'inflation et que l'inflation étant en train d'évoluer, et ils veulent suivre en fait cette tendance-là. Est-ce que finalement c'est le premier à donner une indication dans ce sens-là ? Procter n'a pas été, vous faisiez référence à Procter tout à l'heure, ils ont monté leur prix de 11%, les volumes étaient en baisse de 3%. Donc, c'est le deuxième trimestre consécutif pour Procter de baisse des volumes. C'est significatif pour eux. Ça leur a permis, en fait, de renouer avec une belle croissance des marges. Est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir dans la durée, sachant qu'on a un consommateur qui est plus vigilant au niveau des prix et qui arbitre aussi un petit peu sa consommation ? On l'a vu avec la montée des marques distributeurs. Les marques distributeurs, il ne faut pas oublier, sur 2022, c'était une hausse de plus de 10% aux États-Unis, quand les ventes de produits justement concurrents de grandes marques agroalimentaires de marques ont été autour de 5,6% de hausse. Donc on a quand même un consommateur qui a arbitré dans certains cas ces achats. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, sachant qu'ils ont bien redressé leur marge et que ça fait plusieurs années où on a eu un environnement promotionnel quasi inexistant qui leur donne de la latitude. Donc on arrive peut-être au bout de ça. Au point de bascule, où la logique de volume pour ces entreprises et dans leur stratégie peut reprendre le dessus quand même en partie. Sur la logique de prix, ce que l'on voit, c'est qu'on commence à avoir un discours de Coca qui n'était pas finalement. Là, on arrive à... on s'attend à ce qu'il y ait une décélération de la hausse des prix. Donc c'est un premier élément à voir comment ils arrivent à se différencier aussi et c'est pas le cas, je dirais, je rajouterais juste quelque chose, c'est que c'est pas le cas dans tous les secteurs. Quand on regarde ça, il faut bien différencier finalement ces secteurs finalement un peu non discrétionnaires du discrétionnaire. Et dans le discrétionnaire, ce que l'on voit, c'est que dans tout ce qui est expérience, donc le voyage, le tourisme, etc., ça continue d'être très fort. On l'a vu avec Delta Airlines, qui a confirmé que l'activité restait très soutenue et qui a indiqué que 75% de leur activité sur les routes transatlantiques et internationales était déjà bookée pour cet été, où on l'a vu quand on écoute American Express qui parle de hausse des dépenses de voyage de 39%. Donc on voit bien qu'on a aussi des cheminements différents qui se passe dans la consommation américaine. Sur la consommation de base, c'était le patron d'Unilever qui avait eu cette formule il y a quelques mois, mais il disait, le pic de l'inflation est derrière nous, mais pas le pic des prix. C'est-à-dire que les prix peuvent continuer d'augmenter un peu, mais moins vite que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Venons-en au bal des GAFAM qui sera ouvert donc ce soir par Microsoft, Alphabet, Google. On aura Meta demain soir, Amazon jeudi soir et Apple qui fera bande à part la semaine prochaine, qui doit publier peut-être mardi soir ces résultats, je crois. Sans faire tout le pitch de ces sociétés que tout le monde connaît aujourd'hui, mais quels vont être pour vous, Julie, les points de vigilance sur ces grandes valeurs américaines ? Il y a deux sujets qui sont valables pour les deux sociétés, de manière un peu différente, mais il y a vraiment deux sujets. Le premier sujet, c'est l'évolution du cloud. Donc ça, c'est pas une surprise. Ça fait plusieurs trimestres qu'on voit une décélération. Microsoft a été très clair lors de la dernière publication de résultats. Les sociétés recherchent l'optimisation de l'efficience de leurs investissements technologiques. C'est ce qu'a dit également Amazon dans sa lettre annuelle. Donc on sait qu'on est sur une phase de décélération. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si finalement ils arrivent à décélérer de manière modeste. Le consensus stable, je crois, sur 27% de croissance de l'activité Azure, donc leur activité cloud. Et quel est le message pour la suite, sachant qu'ils veulent intégrer un certain nombre d'éléments liés à l'IA générative. Donc ça, c'est la première chose. Pour Google, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Google, évidemment qu'on va regarder l'évolution de la croissance dans le cloud, mais ce que l'on va regarder, c'est surtout la profitabilité de cette activité, puisque c'est une activité qui a nécessité beaucoup d'investissements, beaucoup de réorganisation et qui sont bien derrière, on va dire, les Amazon et les Microsoft. C'est un outlier, c'est un concurrent des leaders. Exactement, Alphabet. Et qui est encore loin derrière. Donc c'est vrai que c'est là où on va regarder un petit peu ce qui s'est passé par rapport au dernier trimestre. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment
tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et là, c'est surtout Google qui va être, on va dire, sur le grill. Parce que Bard, finalement, on a eu une première présentation qui a été un petit peu décevante. Aujourd'hui, il commence à donner des éléments d'information et le faire tester aux États-Unis. Ils vont effectivement devoir donner un peu d'éléments, de détails sur les fonctionnalités, comment ils comptent répondre à la concurrence, comment finalement la restructuration de leurs activités autour de l'intelligence artificielle peut créer de la valeur, etc., etc. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va regarder. Bien évidemment, Microsoft, c'est un sujet également. Ils ont été plutôt les premiers sur ce sujet, donc on va voir là aussi les fonctionnalités réelles et la trajectoire. Mais c'est surtout Google qui va être surveillé de ce point de vue-là. Cette course à l'IA, donc avec la révolution de l'intelligence artificielle générative, le GPT, c'est un thème qui a expliqué plus de 50% de la hausse du marché américain depuis le début de l'année. C'est les analystes de JP Morgan qui ont fait cette étude publiée aujourd'hui. Si on ajoute quelques valeurs, quelques gros poids lourds défensifs dans la santé par exemple, on a toujours la même histoire, une poignée de valeurs qui explique la quasi-totalité de la hausse du marché américain depuis le début janvier. Les analystes de JP disent que c'est même la hausse la plus étroite qu'on ait pu observer depuis les années 90. Et pour eux, c'est pas une bonne nouvelle. C'est un fait, hein, quand on regarde un Nvidia qui a pris plus de 80% depuis le début de l'année, un Meta qui en a pris plus de 70%, on a eu des performances absolument spectaculaires sur un certain nombre de valeurs de mégatech, on va dire. On a eu également des très belles performances de Microsoft, Apple et autres, qui sont certainement moins élevées, mais néanmoins très solides. Donc c'est vrai que ça pose la question de voir d'où viendra la prochaine vague en fait de création de valeur sur le marché américain. Et c'est vrai que quand on regarde l'indice S&P 500, qui est l'indice large américain, eh bien on voit qu'aujourd'hui, si on s'attache à sa valorisation, il se valorise aujourd'hui à 18,5 fois, ce qui est ni cher ni pas cher, on est entre deux, avec en revanche un certain nombre d'acteurs qui ont eu une très forte progression de leur valorisation. Donc c'est là où justement la saison de publication de résultats dans laquelle on rentre va nous permettre de nous donner un peu plus d'informations sur la pérennité de la croissance sur un certain nombre d'autres activités parce qu'il faut reconnaître, les managements ont été globalement prudents ces derniers mois à cause du dollar, à cause de l'économie, parce qu'on a une crise, un stress bancaire qui les rend d'autant plus nerveux. Donc on va voir effectivement, est-ce qu'on commence à avoir des éléments tangibles de ralentissement économique ou à l'inverse, on a des carnets de commandes qui continuent d'être globalement solides. Et c'est un petit peu là où on pourrait avoir de la création de valeur aussi suite à ces hausses spectaculaires. Bon, on suivra évidemment Microsoft et Alphabet, Google ce soir après la clôture des marchés américains. Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan qui était avec nous en plateau, spécialiste du marché américain et gérante chez Ample et Geste, invitée de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.